lorsqu'on parle d'éducation, on parle d'autorité. Alors, où en est-on? Aristote faisait la distinction entre la société politique, où règne l'égalité entre les individus, et la société domestique, où règne l'inégalité. Alors voilà ce que dit Aristote. L'administration d'une maison est une monarchie. Une famille étant toujours sous l'autorité d'un seul, tandis que le pouvoir politique proprement dit est un gouvernement d'hommes libres et égaux. Donc bien comprendre cette hiérarchie dans la famille. Bien comprendre cette hiérarchie dans la famille parce qu'elle a perduré jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Cette puissance paternelle a disparu. Elle a disparu pourquoi? Elle a disparu parce qu'elle était en contradiction avec les principes démocratiques de liberté et d'égalité. Ce qui fait que le principe d'une puissance quelle qu'elle soit, d'un pouvoir quel qu'il soit, a été contesté. De même que le pouvoir du monarque, le pouvoir absolu du monarque a été contesté au nom des principes de la liberté et de l'égalité, les principes de la puissance paternelle ont été contestés, et d'ailleurs, dès la Révolution française, au nom des principes de liberté et d'égalité. La femme est l'égale de l'homme, mais aussi l'enfant a des droits. L'enfant est notre égal, l'enfant est libre et égal comme nous, et donc la question de la puissance à l'égard de l'enfant est posée. Il faut faire la distinction entre pouvoir des parents et autorité des parents. L'autorité reste légitime, non pas comme pouvoir, mais comme le fait de prendre en compte le fait que l'enfant rentre dans un monde qui lui est antérieur. Le monde, il ne l'a pas choisi, comme il n'a pas choisi ses parents. Il rentre dans un monde antérieur à lui, qui lui est opaque, dont il ne connaît pas les règles et auquel, pour qu'il puisse se socialiser, il faut les lui transmettre. Et donc, l'autorité n'est donc plus tellement la puissance, le pouvoir, ce n'est plus la puissance paternelle, mais c'est le fait de transmettre à l'enfant un monde antérieur. C'est ça la grande idée d'Hannah Arendt, et je pense que c'est ça qu'il faut, à mon sens, sauvegarder, c'est faire en sorte que soit maintenue cette idée d'autorité, cette idée de transmission d'un monde qu'on n'a pas choisi, ni les parents d'ailleurs, ni l'enfant. Toute la difficulté qu'on a dans la question de l'autorité, c'est justement de ne plus disposer de cette transcendance qui existait avec la société hiérarchisée, où on s'appuyait à la fois sur la nature, j'ai le pouvoir parce que je suis le père, et donc par nature mon rôle est de commander, ou bien je suis en droit de commander parce que le quatrième commandement l'indique. On n'a plus cela, et donc c'est extrêmement difficile. Malgré cette rupture anthropologique, dans la majorité des situations, ça marche. C'est-à-dire que la relation entre parents et enfants marche. Effectivement, la question, c'est de savoir comment concilier cette autorité parentale avec les droits de l'enfant. L'autorité parentale, nous dit le Code civil, appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Ceci dit, la définition de l'autorité parentale que je viens de vous donner, vous avez probablement dit, mais ça ne nous renseigne pas énormément. Effectivement, ça ne donne pas un contenu. L'autorité parentale se définit par son but, pas par les moyens dont elle dispose. Alors, l'autorité parentale est un droit-fonction, c'est-à-dire que ces prérogatives doivent être utilisées par leur titulaire exclusivement dans un intérêt autre que le sien propre, qui est l'intérêt de l'enfant. De par leur position
généalogique, les parents ont le droit et le devoir de guider progressivement l'enfant et doivent lui permettre doivent d'abord lui assurer une protection et ensuite doivent lui donner progressivement les moyens d'exercer sa liberté. Alors, cette guidance va notamment se faire au travers du droit d'expression de l'enfant. Le droit d'expression de l'enfant qu'on a retrouvé dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, les parents associent l'enfant selon son âge et son degré de maturité aux décisions qui le concernent. Ça veut dire que les parents n'imposent pas n'importe quoi parce qu'ils sont en pouvoir de le faire. Ça veut dire que les parents doivent accompagner l'enfant tout au long de sa minorité pour qu'il devienne progressivement autonome. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'opération de reconstruction de l'autorité parentale, elle est indispensable, mais elle est infiniment délicate. Comme il a été dit, on ne peut que s'appuyer sur l'autorité parentale. Et pour s'appuyer sur l'autorité parentale, il faut commencer par ne pas la démolir. Or, je vais peut-être dire quelque chose qui va heurter certains auditeurs, mais beaucoup d'interventions guidées par les meilleures intentions du monde disqualifient les parents, alors précisément qu'on voudrait les requalifier. C'est vrai qu'on a l'impression quelquefois qu'il y a un enchevêtrement, un empilement de compétences des uns des autres. Et il y a le préfet, il y a le conseil général, il y a le maire, il y a le juge, et il y a le référent, et il y a l'assistante sociale de quartier, et il y a la maison du droit. Et si le système juridique veut requalifier les parents, et il le veut, il y a au moins une chose qui me paraît évidente, c'est qu'il faut clarifier les compétences pour que les personnes soient clairement identifiées et qu'elles aient une idée claire de leur mission.